Et on prolonge ce documentaire dans Droit de suite ce soir en s'interrogeant sur l'avenir du Sahara occidental, avenir qui semble bien loin aujourd'hui des préoccupations de la communauté internationale. Et pour ce Droit de suite, à mes côtés, 4 invités, en commençant par le réalisateur de ce documentaire, Hervé Féron. Bonsoir. Bonsoir. C'est une première parce que vous êtes réalisateur du documentaire que nous venons de voir, mais aussi député socialiste de Meurthe-et-Moselle. Et puis en regardant votre biographie, eh bien, on comprend peut-être mieux pourquoi vous êtes engagé dans la réalisation de ce film, parce que vous avez été aussi acteur, vous avez été metteur en scène, vous avez eu un groupe de folk même, baptisé Terrain Vague, qui a connu son heure de gloire entre la fin des années 70 et le milieu des années 80. J'avoue, je ne connaissais pas ce groupe. Et vous êtes toujours musicien, parolier, compositeur. Et c'est d'ailleurs vous qui avez composé les paroles, la musique du texte de cette chanson qui accompagne ce documentaire. Vous êtes un atypique quelque part, et en tout cas on va reparler avec vous de votre documentaire durant cette demi-heure de débat. À vos côtés, Mustapha Tossa, bonsoir. Vous êtes journaliste franco-marocain, éditorialiste concernant entre autres, la politique internationale, la dominance arabe et maghrébine. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, Régine Villemont. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes la présidente de l'Association des Amis de la République arabe sahraoui démocratique. Et puis enfin avec nous, Bélir Nabli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. L'IRIS, c'est l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Et puis, vous avez publié chez Armand Collin, il n'y a pas si longtemps, ce livre intitulé « Géopolitique de la Méditerranée ». Je me tourne vers vous, Hervé Féron. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire, ce documentaire? Est-ce que c'est parce que vous étiez un défenseur de longue date de la cause du peuple sahraoui, ou alors c'est une toute autre raison qui vous a fait tourner ce film? Non, pas du tout. J'étais allé en Palestine et j'avais voulu témoigner dans un livre. Et des militants sahraouis m'ont proposé d'aller voir au Sahara ce qui se passait. Et j'ai été très interrogé, bien sûr. J'ai été bouleversé par ce que j'ai vu. Donc vous avez découvert cette situation à l'occasion du tournage. C'était la première fois que vous alliez là-bas? Non, j'y suis allé plusieurs fois, deux ou trois fois avant. Et je me suis posé la question, comment faire pour témoigner? C'est-à-dire pas pour raconter, qu'on puisse penser que j'interprétais les choses, mais pour témoigner et en ramenant du concret. Et donc, je me suis improvisé réalisateur de ce documentaire. On va regarder une carte, si vous le voulez bien, parce que pour que tous ceux et celles qui nous regardent comprennent bien et se replongent dans ce qui a été dit et vu dans ce documentaire. Le Sahara occidental est donc frontalier, vous le voyez sur cette carte, de l'Algérie, de la Mauritanie et bien sûr du Maroc. Les zones de contrôle du Maroc et du Front Polisario sont séparées par un mur de sable construit dans les années 80 par les Marocains, avec l'aide d'ailleurs d'experts israéliens et américains à l'époque. La zone sous contrôle marocain se trouve à l'ouest du mur qu'on voit en rouge sur cette carte, et la zone sous contrôle du Polisario est à l'est. Le mur, et ça c'est un chiffre impressionnant que vous avez donné bien sûr dans ce documentaire, ce mur construit par les Marocains fait 2740 km. 2740 km, 2 fois la France du nord au sud, c'est même un peu plus. Voilà, ça, il faut que tout le monde ait bien en tête cette carte, cette situation, pour essayer de simplifier les choses. Vous avez tourné donc du côté algérien, du côté des camps de réfugiés, c'est bien ça. Alors du côté algérien, dans les camps de réfugiés, mais également je suis allé dans ce que les Sahraouis appellent les territoires libérés, et que les Marocains appellent la zone tampon. Oui. Je suis approché de ce mur qui n'est pas fait que de sable. Ce sont aussi des palissades, des bunkers, des mines antipersonnelles. Ce sont des choses comme ça. En tous les cas, c'était le chiffre de 7 millions de mines personnelles. 7,5 millions. Alors je ne les ai pas comptés. Ça m'a été dit, mais en tous les cas, on a dans le cadre du documentaire, on voit un obus semi-enterré. On filme ça de tout près. Alors c'est vrai que quand on regarde ce documentaire, quand on ne connaît pas forcément très bien ce sujet, on a tendance à montrer du doigt le Maroc. Ça fait 40 ans tout de même que cette situation empeste les relations entre l'Algérie et le Maroc. À l'origine du problème, c'est là que demeure le nœud du problème, à l'origine même de cette attribution de ce territoire?
Alors, vous me posez une question assez particulière parce que moi, j'en ai vu des documentaires sur cette crise Oui. du Sahara. Celui de monsieur le député Hervé Ferrand m'a frappé par une espèce d'impressionnisme naïf. C'est quelqu'un qui découvre et qui est complètement sous la lumière de ce qu'il découvre, alors que la réalité, elle est connue depuis des années. La crise des réfugiés est là et on se pose la question pourquoi, 40 ans après, ces invités sur le territoire algérien n'ont pas pu bénéficier des aides nécessaires, notamment en termes de logement, en termes de santé. Et dans le documentaire de monsieur, il y avait une institution de maladie mentale. Justement, les arguments sont là, c'est pour frapper les opinions, pour faire pleurer dans les chaumières, si je peux m'exprimer ainsi. Mais Donc on vous se avez pose... trouvé une vraie forme de naïveté dans ce film. Voilà, et moi, j'en sors pas avec quelque chose de nouveau. La question que tout le monde se pose et tous les Marocains se posent, pourquoi 40 ans après ce conflit-là, les Algériens, le gouvernement algérien qui arme le Polisario, qui arme les jeunes du Polisario, ne fait rien sur le plan économique, logement social, éducation pour ces gens-là. Pourquoi il les laisse comme une carte de séduction, de merchandising pour l'international. Ça apparaît tout à fait dans le documentaire de monsieur. Et peut-être il y aura aussi d'autres qui vont venir pour justement tomber dans ce piège de la communication télévisuelle et documentaire. Alors, Bélir Nabli, peut-être avant, et puis ensuite je viendrai vers vous. S'il vous plaît, oui, parce que monsieur vous avez la pas parole. les campements. Oui, mais il ne connaît pas les campements. Donc, Mais on va en parler des campements. Oui, voilà. C'est clair qu'il y a une dimension compassionnelle, mais qui peut être comprise aussi de la part d'un regard humaniste, pas forcément politique, mais humaniste. Et c'est ce regard humaniste que vous allez vous lui poser à travers ce documentaire, ce qui explique peut-être la naïveté qui a pu être relevée. Bien sûr, et alors je trouve que c'est absolument pas naïf, c'est sûrement humaniste, mais surtout pas naïf. En tous les cas, je n'ai filmé que du factuel. Oui. Et en même temps, effectivement, on peut s'interroger sur le fait qu'une telle situation, de tels camps, puisse perdurer sur un temps long. Alors, ce n'est pas exceptionnel en même temps, hein. On a cette interrogation, y compris par rapport aux camps palestiniens, puisque vous aviez commencé par le cas palestinien, par les camps palestiniens existants au Liban, en Syrie, en Jordanie, et effectivement des camps aussi délaissés. Et avec cette question, mais pourquoi les États concernés ont-ils laissé de tels camps prospérer dans un état de dénuement extrême? Bien, pour une raison très simple, en tout cas dans le cas palestinien, et je m'interroge sur la généralisation de ce propos, à savoir que ces États n'ont pas voulu acter une telle situation, ne pas reconnaître une situation de fait, et autrement dit, mettre la pression alors dans le cas palestinien, sur les Israéliens en disant ces camps-là, ces Palestiniens, ne sont pas notre problème, c'est un problème qu'on renvoie aux Israéliens. Donc, en ne reconnaissant pas notamment la nationalité, ou ne donnant pas la nationalité syrienne, libanaise, jordanienne, c'est un peu particulier, à ces réfugiés palestiniens, c'était une manière effectivement de mettre la pression sur l'État israélien. Dans le cas des Sahraouis, on retrouve un peu cette dimension-là, mais il faut aussi, dans le même temps, reconnaître la dimension, l'impasse à laquelle on assiste et à laquelle on ne saurait se satisfaire, effectivement. Parce qu'ils sont en exil forcé et ils sont sédentarisés de force qui est contre nature par rapport à leur tradition. Alors, comme promis, je vais vous donner la parole. On regarde un tout petit extrait de ce documentaire, justement, concernant les camps. C'est un des responsables du Croissant Rouge sur place qui était interrogé dans ce documentaire d'Hervé Ferrand. Au Sahara occidental, il y a deux mers. Il y a l'émir des hontes, l'émir marocain, militaire. C'est très dangereux, mais le plus dangereux pour moi, c'est l'émir des silences. On ne connaît pas la réalité du peuple du Sahara occidental. Il y a ces conflits-là depuis 40 ans, mais il y a une tragédie humanitaire. Il y a des campements de réfugiés, des milliers de gens, des femmes, des enfants, où se trouvent dans le plein désert. Alors,
Parlez-nous de ces camps qu'on a vus dans ce documentaire à travers la caméra d'Hervé Féron, avec des situations humanitaires pour réagir au film de M. Féron et à ce que vient de dire le Croissant Rouge, là, le président du Croissant Rouge, je crois que la question n'est pas pourquoi l'Algérie n'a pas installé davantage de maisons. La question est, on ne veut pas rester là. Les Sahraouis ne sont pas chez eux en Algérie. Donc l'Algérie leur a dévoué, leur a cédé un bout de Hamada, de Tindouf, en 1976 pour les accueillir, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas aller ailleurs, puisqu'ils étaient bombardés par l'aviation marocaine au napalm, au phosphore blanc. Il fallait bien qu'ils se trouvent quelque part un lieu pour s'installer. En même temps qu'ils créaient cette République arabe sahraoui démocratique. Absolument. Mais depuis cette année-là, depuis cette installation-là, ils ne cessent de vouloir partir. Moi, je me souviens, par exemple, nous avons, dans les années 90, financé un programme avec l'association, avec les affaires étrangères françaises, avec l'Europe, avec le CCFD, un programme d'agriculture, de défrichement de jardins. Oui. Le copain qui s'occupait de ce jardin voulait absolument mettre des palmiers. Et les Sahraouis ne voulaient pas mettre des palmiers parce que justement la plantation d'un palmier signifie qu'on reste. Mais attendez, vous me dites, ils veulent partir, mais partir où ? Chez eux. Et chez eux, au Sahara occidental. Oui, c'est-à-dire du côté marocain. Vous savez, sur le territoire aujourd'hui. Sur le territoire contrôlé par le Maroc. C'est l'ancien Sahara espagnol et c'est le Sahara occidental vers lequel leurs yeux se tendent, si vous voulez, leur cœur. Les tout premières personnes enterrées dans le cimetière de Smara, ça a été pour les familles un double enterrement, si vous voulez, parce que non seulement ils mouraient, non seulement il fallait les enterrer, mais on ne pouvait pas les enterrer chez eux, au Sahara occidental. Et moi, ce que j'observe... J'avais une autre question, parce que j'ai vu quelques chiffres circuler. Vous citez le chiffre de 166 000 réfugiés dans ces camps. J'ai vu d'autres chiffres, 90 000, 25 000. J'ai vu que ces chiffres varient beaucoup. Actuellement, il y a combien de réfugiés dans ces camps ? Le HCR, c'est-à-dire le Haut Commissariat aux réfugiés, prend en charge l'aide de 90 000 personnes qui sont considérées comme des personnes vulnérables. Mais donc, il y a les Nations Unies qui les prennent en charge. C'est les Nations Unies. Mais il y a plus de monde, si vous voulez. Mais si vous voulez, l'aide humanitaire, elle est intéressante parce que l'aide humanitaire, depuis la création de cette RASD, et moi je l'observe depuis toutes ces années, l'aide humanitaire est également pour les Sahraouis, un outil de revendication politique et de souveraineté. Ça veut dire que ce n'est pas les ONG, ou ce n'est pas le HCR, ou ce n'est pas le PAM qui... ONG assez peu présentes sur place. Si, elles sont très présentes. Oui. Il n'y en a pas tant que ça, des ONG sur place. Il y a beaucoup d'ONG espagnoles. Il y a beaucoup d'espagnoles, oui, françaises, il n'y en a qu'une. Mais sinon, ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que cette aide, elle est gérée en direct par les institutions de la RASD. Justement, alors en parlant de l'aide humanitaire, récemment, cette aide humanitaire adressée aux résidents des camps de Tindouf a fait la une de l'actualité internationale. Pour la simple raison qu'on a découvert à ce moment-là qu'il y avait un détournement de cette aide humanitaire par les cadres du Polisario et un certain nombre de personnalités du pouvoir algérien. Ça nous donne une preuve que s'il y a des gens qui utilisent ces camps, qui utilisent le commerce politique et humanitaire de ces camps pour s'enrichir. Et ça, c'est un rapport de l'Union européenne qui dit ça. Je ne dis pas ça, moi. Qui a été démenti. Qui a été démenti. Non, mais simplement pour qu'on comprenne bien, là encore, est-ce que le Maroc pose un regard compréhensif par rapport à ces réfugiés ? Est-ce qu'il reconnaît que la situation de ces réfugiés peut être dramatique à l'image de ce qu'on a vu là ? Pour le Maroc, et je vais résumer la situation du Maroc. Pour les Maroc, tous les témoignages dans le documentaire de monsieur le député, pour tous les Maroc, le Maroc et les Marocains, ce sont des Marocains qui souffrent. Et il fait tout pour trouver une solution nationale pour les intégrer. Et il demande l'ouverture des camps, l'ouverture des frontières pour qu'ils rentrent dans le Sahara marocain. C'est ça l'idée. Et le fait qu'il y ait ces drames humains qui se jouent sur ces camps-là, c'est une souffrance pour les Marocains tout le temps. Parce que les témoignages témoignages humains qu'avait cité monsieur, n'importe quel Marocain peut le dire. C'est un documentaire. Si on n'avait pas dit que c'était à Tindouf, il aurait pu être sur n'importe quelle portion du territoire. La même culture, la même appréhension, la même stratégie, la même tout. Sur la perception marocaine, monsieur a tout à fait raison. Le problème, c'est qu'elle n'est pas partagée. Elle n'est pas partagée par justement ceux dont on parle. Si elle était partagée, on pourrait justement trouver finalement le compromis
dont on est en quête depuis des décennies. À partir du moment où elle n'est pas partagée, c'est la question à la fois de l'État-nation marocain qui est posée, et le Maroc a pris un pari, c'est de construire son histoire, son récit national, notamment via le Sahara occidental, donc un raidissement identitaire. Et du côté sahraoui, ce récit national n'est pas le leur du point de vue d'une grande partie de cette population. À partir de là où vous avez deux récits nationaux qui ne sont pas partagés, qui ne se rejoignent pas, vous ne pouvez pas avoir un État commun, sauf à réécrire peut-être, je ne sais pas. Il me semble que monsieur vient de dire quelque chose de très important, quand il dit c'est la même chose pour les Marocains, c'est la même culture. Ça, c'est très grave. C'est le sujet. C'est-à-dire que derrière cette naïveté... C'est ce sujet d'ailleurs qui vous a préoccupé dans ce documentaire, on le sent bien. Je me suis retrouvé dans le documentaire. De mon documentaire, eh bien, j'ai voulu montrer des choses. C'est-à-dire, j'ai montré la culture sahraoui. Comment les Sahraouis transmettaient la culture. Et comment aujourd'hui... C'est pas simple parce que c'est un peuple nomade. Et vous le démontrez assez bien. Avec la tradition orale, etc. Aujourd'hui, ils sont empêchés de nomadisme. Donc, ils sont empêchés de transmettre la culture. Et le fait de les empêcher de transmettre la culture et leur tradition, c'est les banaliser et c'est les mettre dans les mêmes moules que les autres, c'est les empêcher d'identité, de revendiquer une identité et donc une appartenance à un territoire. Et comme on les a mis dehors, on les empêche de revendiquer leur territoire, leur pays, que l'ONU reconnaît depuis 1975, puisqu'il leur reconnaît le droit à l'autodétermination. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, monsieur, rebondir sur le récit national. C'est vrai que c'est une approche très intéressante. Mais l'autre approche indispensable, qui n'est pas apparue jusqu'à présent sur le plateau, c'est le droit international. Alors certes, le Maroc a fait son récit national en occupant le Sahara espagnol, et peut-être pour Hassan II, c'était une manière de sauver sa monarchie et son trône. Ce récit est poursuivi par son successeur, Mohamed VI, et il est entretenu dans la population marocaine. Écoutez, je suis navré qu'elle souffre, comme vous le dites, qu'il est entretenu dans la population marocaine par une propagande terrible sur le Polisario, sur les mercenaires du Polisario. Quelquefois, ils étaient communistes, quelquefois, ils étaient Al-Qaïda, quelquefois... Voilà. Tout y est passé. Et vous faites référence au droit international. J'ai regardé, les Nations Unies ne reconnaissent pas la République arabe sahraoui démocratique et ne reconnaît pas non plus la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Avouez que c'est un petit peu compliqué à comprendre. Le droit international dit depuis 1966 que le peuple du Sahara espagnol, dans le territoire du Sahara occidental, a droit à s'autodéterminer. C'est un territoire non autonome qui a été occupé d'abord par l'Espagne, qui a été ensuite occupé par la Mauritanie et le Maroc. Et aujourd'hui, aucun pays au monde, personne au niveau de l'ONU ne reconnaît la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. Et actuellement, c'est tout l'enjeu, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a une grande polémique entre le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, et les autorités marocaines, et en particulier le roi. Laissez-moi finir. Vous allez répondre. Oui. Mais parce que Ban Ki-moon... Les Nations Unies, c'est l'autodétermination, réclame l'autodétermination. Il y a même chaque résolution, chaque année, autodétermination. Avec un plan de paix depuis 91. Ça fait 25 ans qu'on en parle de cette autodétermination, de cette volonté des Nations Unies. Je termine, monsieur. Si vous voulez, monsieur Ban Ki-moon est donc allé dans les campements de réfugiés sahraouis et seulement. Il devait visiter l'ensemble de la région. Oui. Il n'a pas été la personne bienvenue à Rabat. Oui. Et il a dit en Algérie que le Sahara était occupé. Ce qui se dit depuis toujours, depuis que le Maroc s'est installé au Sahara, le Sahara est occupé. Régine Villemont, c'est la première fois que le secrétaire général prononce ce mot occupé. C'est la première fois. Les autres secrétaires généraux ont eu le savoir-faire historique, la délicatesse diplomatique de ne pas prononcer ce mot-là. Lui, il l'a prononcé. Lui, il l'a prononcé dans un seul objectif. Et le savoir-faire diplomatique empêche l'autodétermination. Non, le savoir-faire diplomatique, c'est de trouver une solution proposée par le Maroc qui est l'autonomie. Prônée par les Nations Unies, et pas seulement d'ailleurs, mais enfin les Nations Unies, parce que ça fait foi, ça fait référence. Est-ce que le Maroc y est favorable ou est-ce que le Maroc préfère aujourd'hui parler d'une autonomie de ce territoire le Maroc qui serait sous contrôle marocain? Le Maroc est favorable à toutes les solutions, sauf celle de l'indépendance. Quand on parle d'autodétermination, elle est à l'intérieur
de la solution de l'autonomie élargie que le Maroc propose. Le Maroc propose une autonomie à cette région-là, avec un parlement, avec un conseil de gouvernement local, avec un conseil économique et de coopération local, avec des instruments, des institutions locales. Mais l'indépendance... Non à l'indépendance. Non à l'indépendance. Est-ce qu'on peut dire oui du côté marocain à un référendum sur... Le problème de référendum, c'est que ça aurait pu être possible. L'autodétermination. Le problème de référendum, ça aurait pu être possible au début de cette crise. Mais maintenant, avec les années qui passent, la population du Sahara a quadruplé. On ne sait plus qui a le droit de voter. On ne sait plus qui est capable de voter. Et donc, on ne veut pas tomber dans... On n'arrive pas à se mettre d'accord, officiellement, en tout cas du côté marocain, sur le corps électoral à un référendum pour l'autodétermination. Moi, je veux juste... C'est caractéristique de toute situation similaire. Ouais. On a cette situation en Nouvelle-Calédonie, en France, la question de la définition du corps électoral. Et là, dans le cas sahraoui, c'est d'autant plus, en tout cas du Sahara occidental, c'est d'autant plus difficile que, précisément, il y a eu des vagues de colonisation, diraient certains, d'immigration, diraient d'autres, qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'un véritable résident du Sahara occidental? Alors l'autodétermination pour l'indépendance ou alors pour l'autonomie? Comment il faut comprendre les choses là, du côté de la position des Nations Unies? L'autodétermination, c'est un principe qui est inhérent déjà à la naissance même des Nations Unies, qui est née après la Seconde Guerre mondiale, avec l'annonce de la vague de décolonisation et de la fin des grands empires coloniaux européens. À partir de là, c'est un principe vraiment important qui associe finalement les peuples à leur liberté de s'auto-organiser en État. Donc le principe de l'État-nation. Donc si on reconnaît l'existence d'un peuple, celle-ci doit être accompagnée de l'existence ou de la création d'un État qui va avec. Donc les Nations Unies sont assez cohérentes avec elles-mêmes en reconnaissant ce principe. Tout l'enjeu est de savoir comment le faire reconnaître et sous quelle modalité. La modalité, c'est le référendum. On est piégé par la question de savoir qui aurait le droit de participer à un tel référendum et par l'impasse par rapport à la position assez rigide, il faut bien le reconnaître, du Maroc. La République arabe sahraoui démocratique, vous nous avez fait rentrer à l'intérieur de cette République avec ce film. Il y a un président, il y a un parlement, d'ailleurs qui est constitué à 100% de membres du Polisario. Tout est là pour un État. Alors cet État n'est pas reconnu aujourd'hui par les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Aucun pays européen ne le reconnaît, mais l'Union africaine le reconnaît. La Ligue arabe ne le reconnaît pas. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette République que vous nous avez décrite dans ce documentaire, de cette situation qui est quand même très compliquée là aussi à expliquer? Moi, ce que je peux en dire, moi, de ce que j'en ai vu et ce que j'en ai perçu, c'est que c'est ce qui structure l'organisation des Sahraouis et dans les camps de réfugiés et à l'extérieur des camps de réfugiés. C'est une véritable structure. Mais par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure... J'insiste. Vous dites que c'est une véritable structure. Oui. On parle de référendum pour d'autodétermination. Cette structure, la population qui constitue cette structure, voterait pour l'indépendance comme un seul homme aujourd'hui s'il y avait à s'autodéterminer? Je vais surtout pas me permettre de le dire, puisque moi je pense que ce que propose l'ONU, le référendum d'autodétermination, c'est la bonne solution. Donc moi, qui ne suis pas sahraoui, je vais pas vous dire à l'avance le résultat d'un référendum. Vous avez senti les choses sur place, vous avez discuté, vous avez vu un certain nombre de représentants de cette République arabe sahraoui démocratique. Je pense que si on leur donne la réponse que je vais vous donner, c'est la réponse de Normand, pas de Sahraoui, c'est que si on leur donne la possibilité, ils vont s'autodéterminer. Effectivement, c'est une réponse de Normand. Mais en tous les cas, il faut leur donner cette possibilité. Il faut pas l'empêcher. Et je crois que le temps qui passe, effectivement, participe à les empêcher. Mais je voulais juste dire quand même que quand je dis la République arabe sahraoui démocratique structure, c'est-à-dire elle organise l'école, la santé, tout ce qui est structurant dans une société, dans une organisation de société, c'est-à-dire qu'elle prépare à l'autodétermination. Elle structure d'information, une télévision, c'est important. Et surtout, on l'avait bien montré dans ce film. Je n'ai pas rencontré de gens agressifs. Je n'ai pas rencontré de gens qui souhaitaient que l'on reprenne les armes, que l'on trouve une solution violente. C'est une des faiblesses, excusez-moi, de votre documentaire. Bon, c'est vrai que l'idée, c'était de jeter un éclairage sur la vie des camps et tout ça, mais les réfugiés, dans les camps, il y a aussi des gens armés, des gens qui se livrent à des trafics, des gens qui
on recourt à la violence pour exister. Attendez. Vous croyez à votre propagande. Si, monsieur non, Tossard. non. Vous croyez à votre Non, propagande. mais on ne peut Allez-y dans les camps. Oui, mais je crois qu'il est temps, au bout de 40 ans, que des gens comme vous, Oui, je sais. Des journalistes franco-marocains, se donnent la peine. Certains journalistes, au moment de l'avènement de Mohamed VI, ont fait un interview d'Abdelaziz, ont eu une curiosité pour les campements. Régine, Ayez cette curiosité. Allez-y dans les campements. ça aurait été avec plaisir. Mais moi, je jette un regard critique sur. Allons-y ensemble. Oui, d'ailleurs, j'ai une idée à vous proposer après. C'est sur un regard critique sur ce documentaire où on voit des enfants, des femmes, des humanitaires qui parlent comme si il n'y avait pas d'autres. Alors que l'accusation est là, elle est toute proche. Al-Qaïda, AQMI et aux portes. Daesh. Je voulais vous y amener parce qu'effectivement, le Maroc soupçonne ces territoires de renfermer des djihadistes aujourd'hui. De pouvoir être un terroir pour djihadistes, parce que les djihadistes qui sont très actifs dans la région peuvent utiliser la frustration des jeunes, peuvent utiliser la crise humanitaire qui sévit. Accepter l'autodétermination, monsieur. Non, mais Ça, c'est un argument qui est souvent mis en avant du côté du Maroc aujourd'hui. C'est un spectre réel. Du côté de la communauté internationale, parce que c'est un facteur de déstabilisation régionale. C'est pas que. J'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Je vous donne la parole juste après. C'est une menace réelle, mais le problème, c'est qu'elle renvoie. Oui, bien sûr qu'elle est réelle. Déjà, elle s'inscrit dans un environnement régional qui lui-même est de plus en plus gangréné par cette réalité djihadiste. Mais le problème, c'est que dans le cas des camps en question, cette menace risque de basculer dans une réalité prégnante, d'autant plus qu'elle renvoie à la réalité ou aux causes de cette frustration que vous avez soulignée. C'est-à-dire que si le djihadisme est attractif pour une jeunesse désespérée, c'est parce que cette désespérance est nourrie par leur propre situation. Donc si on ne trouve pas de solution, franchement, on va de plus en plus aller vers des situations de violence, finalement. Premièrement. Deuxièmement, on peut aussi se nourrir de la désespérance qu'on a vue à travers ce documentaire dans ces territoires. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est que cette désespérance, elle va nourrir assez logiquement un certain nombre de basculements vers la violence, quelle que soit sa forme, djihadiste ou autre en vérité, y compris politique, effectivement. Et quand même, un mot sur l'origine de cette affaire, parce qu'on ne l'a pas mise en perspective sur le plan historique. C'est quand même le résultat de l'ère coloniale. Hein. On le dit, je referme la parenthèse. Espagnole et française, dans la manière de redécouper une portion du territoire africain de manière relativement arbitraire. Et finalement, les populations, là pour le coup, toutes les populations de cette région payent encore aujourd'hui le coût de l'irresponsabilité des dirigeants de l'époque et européens. Et là, les Européens n'assument pas trop leurs responsabilités, sont en retrait, n'expriment pas beaucoup de volonté. Pour rappeler au passage, avant de vous donner la parole, quelle est la position de française aujourd'hui, officiellement, sur ce dossier ? C'est une bonne question. Allez-y, parlez-nous-en, parce que c'est important. Donc, je vais parler de la position française, mais avant, je voudrais reprendre rapidement ce qui a été dit par les uns et les autres. Je crois qu'à la fois, jusqu'à présent, le Front Polisario a été au contraire dans cette région, dans cette sous-région, aux côtés du danger qui s'augmente vers le Sahel, un facteur de stabilité et d'encadrement de la jeunesse. Et moi, je peux j'y vais pratiquement 2 fois par an, je peux vous en témoigner que ça fonctionne, que ça va à l'école, que ça travaille, etc., etc. Mais c'est vrai que la désespérance des jeunes qui n'ont pas connu la guerre, ceux qui sont nés ou qui ont grandi après 91, après cessez-le-feu, ceux-là, ils peuvent avoir la tentation de voir ce qui se passe un peu plus au sud et de se dire, le Maroc depuis 40 ans nous refuse de rentrer chez nous, nous occupe, le Maroc depuis 40 ans nous empêche de nous exprimer dans les zones qu'il occupe au Sahara occidental, et donc le risque, et je pense que le Polisario est très conscient de ce risque-là, et je pense que c'est un des arguments aussi... Risque de djihadisme. Absolument. Et c'est un des arguments, si vous voulez, géopolitiques, pour enfin que les choses s'apaisent, et que le royaume du Maroc n'a plus besoin du Sahara occidental. Le Maroc a besoin de développement, le Maroc a besoin de bon voisinage, le Maroc a besoin de démocratie. Et vous me l'avez promis, la position française, très rapidement. Alors, la position française a été... elle est très importante parce que la France est au Conseil de sécurité. La France dit un peu le là au niveau de l'Europe. Elle est plutôt pro-marocaine. Ouais. Donc elle est favorable à l'autonomie ?
favorable à l'autonomie. La position française, la position française est favorable à l'autonomie. Ouais. Elle milite pour l'autonomie. Alors, ça nous renvoie à quelles sont les puissances qui soutiennent le Polisario. À part l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Venezuela en Amérique latine, aucun forum, aucune autre puissance ne soutient l'indépendance. Voilà. Donc on se dirige vers une communauté internationale. Il y a un tel lobby de la part une telle pression, un tel lobby de la part du Maroc. Je vous dis ce que je pense. Que le nombre de pays qui soutiennent ou pas les Sahraouis. Alors, vous avez voté à la liberté d'expression. Alors, on laisse parler Hervé Féron, s'il vous plaît. Moi, je pense que voilà, il y a beaucoup de pression de la part de l'État marocain, et donc le nombre de pays qui soutiennent ou pas les Sahraouis, parce que dire le Polisario, c'est de le dire déjà autrement, mais le peuple sahraoui, c'est pas forcément la voie de la raison. Moi, je crois que ce peuple, il a surtout besoin qu'on ne l'oublie pas et qu'on se rappelle que il souhaite retrouver son pays, sa terre, ses traditions et sa façon de vivre et de voyager. Personne ne l'oublie, M. Ferrand, parce que le peuple sahraoui fait partie du Maroc avec sa culture. Le royaume du Maroc est composé de peuples. Le peuple du Rif au nord, les Amazirs. Le Sahraoui, c'est une composante du Maroc. Pourquoi vous voulez qu'on l'oublie? Pourquoi vous voulez qu'on l'efface? C'est quelque chose, c'est une donnée. Il faut les écouter, monsieur, les Sahraouis. On les écoute. Et le Maroc leur propose la solution la plus rationnelle. La solution de l'autonomie, c'est déjà une concession pour le Maroc. Il faut imaginer ce que disait le Maroc dans les années 90. Il était hors de question de l'autonomie. Maintenant, l'autonomie, c'est une concession majeure et une solution médiane. Béli Ndabli, il se dit qu'aucun Marocain, est-ce que c'est une légende, aucun Marocain n'est contre la présence dans ce Sahara occidental, parce que c'est aussi un facteur de stabilité sur le plan intérieur au Maroc. Je vous pose la question à vous, vous pourrez nous répondre ensuite. Est-ce que c'est vrai? Et il semblerait que la France, les États-Unis soient très très sensibles à cet argument. Ah oui, alors c'est pas... il y a la perception extérieure et la perception interne. C'est clair que pour le peuple marocain, il y a eu, et surtout pour les générations qui ont grandi avec la construction de l'État, on oublie qu'il s'agit d'États jeunes. Hein. Toute cette région, il s'agit d'États post-coloniaux, jeunes qui ont été confrontés à la construction de leur propre, reconstruction de leur propre histoire nationale. Et on est au cœur. Hein. La question de savoir si le peuple sahraoui fait partie du peuple marocain ou pas est au cœur de la question. Et donc à partir de là, le gouvernement, le pouvoir, la monarchie marocaine a réussi à intégrer dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif de son peuple, l'idée que le Sahara occidental faisait partie intégrante du pays. C'est une victoire historique et idéologique presque, mais c'est une victoire incontestablement. Et ensuite, il y a le versant extérieur et géopolitique. Et effectivement, on peut même comprendre la sortie assez spectaculaire du secrétaire général des Nations Unies par l'urgence par la nouvelle géopolitique de la région, à savoir qu'il y a des périls relativement nouveaux et qui aujourd'hui donnent une dimension nouvelle à ce conflit qui était strictement régional et qui désormais peut peser sur toute l'évolution non seulement du Maroc, mais aussi de l'Algérie et de toute cette bande sahélo-saharienne. Je vois qu'on acquiesce sur ce plateau. Je suis désolé, c'est terminé. Merci vraiment à tous les quatre d'avoir participé à ce droit de suite. En 10 secondes. En 10 secondes. Qu'au mois d'octobre 2015, il y a eu des pluies torrentielles qui ont détruit une grande partie des camps. Et c'est la double peine pour ces gens qui sont dans des situations terribles actuellement. Bon, vous l'avez dit, on a une pensée pour... Et on fait une conférence, nous, l'association, à l'Assemblée nationale le 19 avril. Bon, cette fois, c'est terminé. C'est terminé. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce droit de suite. Donc, où nous interrogions ce soir sur l'avenir du Sahara occidental et de sa population. Vous pouvez bien entendu revoir cette émission sur notre site lcp.fr, réagir également sur #DDS, sur Twitter. Rendez-vous à tous pour un prochain droit de suite avec son documentaire et son débat. À bientôt.